Ça y est, je suis à Cannes. Je suis sur le point d'aller voir la cérémonie d'ouverture rediffusée dans la salle Debussy, qui est la salle réservée aux journalistes. J'avais demandé à être accréditée à la cérémonie officielle dans le Grand Théâtre Lumière, mais j'ai été recalée. Il faut savoir qu'à Cannes, le rejet, ça fait partie de la vie. C'est bien, ça nous permet de rester humbles. On se fait jeter des soirées, on se fait jeter des projections, on se fait jeter des interviews. Donc là, voilà, c'était mon premier vent du festival. Ce sera sans doute pas le dernier, mais dans tous les cas, c'est mon 10e festival que je m'apprête à commencer. Je suis assez contente parce que 10 ans plus tard, je suis toujours émerveillée en reposant mes fesses en Debussy après un an de patience. Donc voilà, je vous laisse. La cérémonie d'ouverture va commencer. On se reparle juste après. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 de Anaïs se fait des films, le podcast où je vous emmène dans les coulisses du Festival de Cannes. Ça y est, c'est le premier jour de la compétition et je vous rassure, tout le monde est déjà stressé. Dans le train, il y a 2 jours déjà, j'étais assise derrière l'équipe d'un très gros film présent à Cannes cette année, je ne vous dirai pas lequel. Et c'était vraiment la panique à bord à cause d'une histoire de junket presse qui ne se passait visiblement pas comme prévu. La veille de la cérémonie d'ouverture, nouveau twist, le festival a annoncé l'interdiction des tenues volumineuses, des longues traînes et de la nudité sur le tapis rouge pour des raisons, je cite, de décence et de fluidité du trafic. C'est con parce que j'avais prévu de venir à poil pour la cérémonie d'ouverture, mais bon, tant pis. La cérémonie d'ouverture, elle était au final très solennelle, voire un peu raide. En même temps, difficile de faire autrement, avec un hommage à Emily Dequesne et un autre à David Lynch, tous les deux décédés cette année. Et avec le contexte politique international très tendu, tous les regards sont évidemment tournés sur Cannes, et les gens sur scène en étaient bien conscients. On a compté quelques tacles un peu faciles sur Trump dans le discours de Laurent Lafitte, un hommage de Juliette Binoche, la présidente du jury, à Fatma Assouna, la jeune femme palestinienne, héroïne d'un documentaire sélectionné à l'acide et morte dans un bombardement à Gaza il y a quelques semaines à peine. Mais au final, le plus engagé, c'était sans doute Robert De Niro, qui a profité de sa palme d'honneur, non pas pour parler de lui comme le voudrait la coutume, mais pour dénoncer la mainmise de Trump sur le monde de la culture et inciter les gens à s'organiser et à manifester, en soulignant que c'est un problème global qui nous touche tous. C'est toujours étrange de voir la réalité politique s'entrechoquer avec un événement artistique et mondain comme le Festival de Cannes. Je ne sais pas ce que ça donnera cette année, mais ce que je vous promets, c'est qu'on va en parler ensemble. Ah oui, vous allez le remarquer, si ma voix change parfois dans cet épisode, ce n'est pas parce que je mue, mais parce que j'ai enregistré certaines parties de cet épisode à différents endroits. Et parfois, il y a un peu plus de bruit, notamment quand je dois enregistrer en plein milieu de la foule à Cannes. J'espère que vous me pardonnerez ces petits défauts de son. Plus tard dans cet épisode, vous pourrez écouter mes entretiens avec Thomas Rosso, coordinateur général de la Semaine de la Critique, et Julien Règle, délégué général de la Quinzaine des cinéastes. Vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais ce sont 2 figures importantes puisqu'ils chapeautent, un peu comme Thierry Frémaux avec la sélection officielle, des sections parallèles du festival. Et si vous ne savez pas ce que c'est une section parallèle, ne vous inquiétez pas, ils vont tout vous expliquer. Ils vous diront en quoi consiste leur rôle à Cannes, quel est leur niveau de fatigue pendant le festival, est-ce que oui ou non ils se crêpent le chignon avec la sélection officielle et plein d'autres choses. C'est les Jeux Olympiques, le Salon de l'Agriculture et la Fashion Week, quoi. C'est tout ça un peu en même temps, le Festival de Cannes. Toute la difficulté du travail du sélectionneur, c'est d'accepter que le cinéma a un temps d'avance sur lui. En milieu d'épisode, vous pourrez aussi entendre un petit examen de conscience dans lequel je vous parle de toutes les fois où je me suis royalement plantée. Non, je ne veux pas parler de la fois où je suis allée au marché et j'ai demandé un artichaut alors que ce que je voulais c'était un poireau et du coup quand le mec m'a tendu un artichaut, j'étais hyper mal et gênée donc j'ai pas osé lui dire que ce que je voulais c'était des poireaux et du coup je suis rentrée chez moi avec des artichauts et je me suis dit je ne sais pas comment cuisiner cette chose. Non, je veux pas parler de ça, je veux parler de certaines fois où je me suis plantée dans mes opinions sur les films à Cannes. Et vous allez voir, je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Sur les films encore une fois, pas sur les artichauts et les poireaux. Mais avant ça, savez-vous pourquoi est-ce que Cannes est considéré comme le plus grand festival de cinéma du monde? Non? Bah ça tombe bien. Laissez-moi vous conter, telle la mère Castor du XXIe siècle, l'histoire de ce rendez-vous cinéphile qui fait rêver tant de gens. Il faut savoir que le Festival de Cannes n'est pas le plus vieux festival de ciné du monde. Cet honneur revient à la Mostra de Venise qui s'est lancée en 1932. Mais vous allez le voir, l'histoire des 2 festivals est très liée et elle est éminemment politique parce qu'en fait,
Cannes est créé en 1939 en réponse à Venise, qui était à ce moment-là aux mains des fascistes. En 1938, la coupe Mussolini, qui est alors la plus haute distinction de la Mostra, est remise au Dieu du stade, le documentaire de propagande nazie de Leni Riefenstahl, ce qui révolte pas mal de monde, mais notamment le français Philippe Erlanger, qui est à Venise cette année-là. Dans le train du retour de Venise, il a donc l'idée de fonder un festival du monde libre qui serait indépendant de toute ingérence politique, et il soumet son idée à Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale de l'époque, et Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur. L'idée est approuvée, mais il faudra un peu attendre. Le 1er septembre 1939, à Cannes, tout est prêt, certaines stars commencent déjà à arriver sur la croisette, mais la première édition du festival est aussitôt annulée à cause de l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes et le début de la Seconde Guerre mondiale. Le premier vrai festival de Cannes se tiendra donc en septembre 1946. 78 ans plus tard, on le considère toujours comme le plus grand festival de cinéma du monde et ça tient à beaucoup de choses. Déjà, c'est là que se déroule le plus grand marché du film au monde. C'est une partie du festival que vous ne voyez pas, la partie commerciale, mais en fait, dans le sous-sol du Palais des Festivals, dans des box sans fenêtres, avec de la moquette un peu moche, il y a des milliers de distributeurs, d'acheteurs, de programmateurs, bref, de professionnels de l'industrie qui se retrouvent pour essayer de vendre et d'acheter des films qui n'ont rien à voir avec la sélection officielle ou les sections parallèles. Accessoirement, c'est aussi là que j'achète mes sandwichs quand je suis pressée, mais le répétez pas trop fort, j'essaye de garder le bon plan pour moi. Il y a aussi la partie que vous connaissez un peu mieux et qui contribue à l'image de Cannes à l'international. C'est aussi évidemment le festival de ciné le plus luxe et le plus glamour. Que j'adore. Oui, Venise, c'est magnifique sans conteste. C'est une ville hyper romantique. Les pâtes sont incroyablement bonnes. Mais c'est aussi un festival à plus petite échelle, la Mostra. Littéralement, ça se passe sur une toute petite île, alors que Cannes, c'est monstrueux. C'est l'événement des yachts, des palmiers sur la croisette, du Carlton et du Majestic, de la mer à perte de vue. La French Riviera, comme l'appellent les Américains, ça occupe une place très particulière dans l'imaginaire international et c'est difficile à battre. Et puis forcément, les Currywurst à Berlin en février, à côté ça vend moins du rêve, même si personnellement j'adore la Berlinale et je les salue. Et puis tout simplement, la Palme d'Or, ça reste la récompense la plus convoitée de l'univers du cinéma. Cannes, c'est le festival qui a lancé ou immortalisé la carrière de certains des plus grands cinéastes du monde. Steven Soderbergh, mon chouchou, a gagné la Palme avec son premier long-métrage, Sexe, mensonge et vidéo. Tarantino l'a eu avec Pulp Fiction, les frères Cohen avec Barton Fink. Cannes, c'est un peu le rendez-vous des bangers, comme on dit dans le jargon. Apocalypse Now, Les Parapluies de Cherbourg, Un homme et une femme, La leçon de piano, Paris, Texas, Blow Up, La vie d'Adèle, Taxi Driver, Elephant, Anatomie d'une chute, Le Guépard, Conversation secrète, Le ruban blanc, Le pianiste, Oncle Bout de Mie, Le vent se lève, La Dolce Vita. Aucun autre festival n'a récompensé autant de classiques de l'histoire du cinéma. Vous l'aurez compris, il y a 3 grands festivals européens de cinéma, Cannes, Venise et Berlin, qui vont globalement déterminer l'actualité ciné de toute une année. Et comme on ne peut pas parler de cinéma sans se tourner vers les collines d'Hollywood, un autre truc important, c'est le fait que certains films découverts en avant-première dans ces festivals se retrouvent ensuite aux Oscars. Les 3 festivals se disputent un peu ce statut, mais il faut dire qu'en ce moment, c'est vraiment Cannes qui joue un rôle précurseur dans la course aux Oscars. Parasite a remporté la Palme d'Or, puis Best Picture, l'Oscar du meilleur film en 2020. Pareil avec Anora cette année, et des films français comme Anatomie d'une chute ou The Substance sont allés très loin dans la course aux Oscars et n'auraient clairement pas eu le même retentissement sans leur exposition cannoise. Tout ça, c'est aussi lié au fait que les Oscars ont fait un gros effort de recrutement ces dernières années, avec des membres beaucoup plus jeunes, diversifiés et internationaux, et donc le cinéma mondial se fait une place de plus en plus importante lors de la cérémonie. Si le festival reste aussi incontournable, c'est aussi pour la diversité hallucinante des films qu'il propose. On peut trouver aussi bien le dernier Mission Impossible que des films d'auteurs hyper radicaux. Et ça, c'est grâce à la sélection officielle, mais aussi à ce qu'on appelle les sections parallèles. Notamment la Semaine de la critique, la Quinzaine des cinéastes et la CID. Il y a effectivement plein d'autres films qui sont projetés pendant le festival, mais choisis par d'autres équipes. Chacune de ces sections a son identité et son lieu attitré au sein du festival, et elles sont toutes nées de l'envie de promouvoir des regards différents de ceux qu'on trouvait dans la sélection officielle, généralement un cinéma indépendant, des premiers films et des cinéastes peu connus. La Quinzaine des cinéastes, par exemple, elle a été créée après les bouleversements de mai 68. En gros, cette année-là, beaucoup de réalisateurs, dont Jean-Luc Godard et François Truffaut, étaient révoltés par la déconnexion entre le Festival de Cannes et les enjeux qui éclataient dans la société française au même moment.
Et après plusieurs happenings, le festival a été interrompu en cours d'édition. C'est la seule fois de l'histoire où ça s'est produit. Ça a mené à la création de la Société des réalisateurs de films et l'année d'après, en 1969, à l'inauguration de la quinzaine des réalisateurs qui proposait une sorte de contre-programmation cinématographique. Depuis, elle a été renommée Quinzaine des cinéastes pour être plus inclusive parce que, incroyable mais vrai, il existe aussi des réalisatrices. Dans les sections parallèles, il y a aussi l'ACID, ACID, où l'on trouve des films indépendants sélectionnés par des cinéastes, souvent des films qui n'ont pas de distributeur et qui ont un grand besoin d'exposition. Et puis à la semaine de la critique, on trouve des premiers et deuxièmes films qui sont sélectionnés par une équipe de critiques ciné qui sont membres du syndicat de la critique, syndicat dont je fais partie pour info. Toutes ces sections, je vous le disais, ont été un peu conçues à leur origine comme une contre-programmation à la sélection officielle, mais elles font désormais partie intégrante du festival et elles viennent compléter la grande mosaïque des œuvres programmées à Cannes. Et j'en ai donc parlé avec Thomas Rosso, qui organise la semaine de la critique, aux côtés d'Ava Cahen, la déléguée générale. Ava Cahen, elle choisit les films et moi, j'organise l'événement. C'est-à-dire que je gère le budget, je recrute l'équipe et je vais fabriquer tout ce que Ava a en tête. Parce que organiser un événement comme la Semaine de la Critique, dans le cadre du Festival de Cannes, c'est pas uniquement montrer 11 longs métrages et 13 courts métrages, c'est aussi organiser des déjeuners, des soirées, des dîners. C'est un événement important, on reçoit 15 000 personnes à peu près pendant 10 jours. Et tout ça, c'est du boulot. Il y a à peu près 70 personnes qui travaillent à la semaine à Cannes. Chaque section parallèle du festival a un peu son identité propre. Comment est-ce que vous définiriez l'identité de la Semaine de la Critique ? C'est vraiment la découverte des nouveaux talents. Quand elle a été créée à l'invitation du Festival de Cannes, il s'agissait vraiment de renouveler les horizons en fait du cinéma, et c'est toujours ce qu'elle fait. Et notre objectif à nous, c'est de découvrir les prochains cinéastes qu'on verra ensuite en compétition. Il faut savoir que Jacques Audiard a commencé à la Semaine de la Critique, Julia Ducournau a commencé à la Semaine de la Critique, Justine Triet est passée par la Semaine de la Critique après l'Acide, Ken Loach aussi est passé par la Semaine de la Critique. Quand on regarde un petit peu sur ces dernières années, notamment le cinéma français, mais pas que, et notamment des cinéastes femmes, beaucoup ont commencé à la Semaine de la Critique. Donc il n'y a pas de rapport de rivalité avec la sélection officielle ? C'est plutôt un rapport de complémentarité et arriver avec d'autres lignes éditoriales aussi, peut-être des films justement moins officiels. L'intérêt aussi des sélections parallèles, c'est qu'elles sont dirigées par d'autres personnes avec du coup des profils un peu différents. Voilà. Ava Cahen, c'est pas une programmatrice professionnelle. Elle est journaliste, elle est critique de cinéma, elle a sa propre revue, elle intervient à la radio, à la télé. Elle dirige pas une institution comme peut le faire Thierry Frémaux. Et du coup, elle a pas non plus les mêmes contraintes. Clairement, elle a une liberté de programmation qui est totale. C'est sûr que c'est pas du tout les mêmes exercices que la diplomatie que représente la sélection officielle. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait un film que vous aviez vraiment envie de sélectionner, mais qui était aussi très convoité par Thierry Frémaux et son équipe dans la section officielle ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites ? Ça arrive tous les ans. Alors d'abord, on se parle. En tout cas, Ava et Thierry se parlent. Pas tellement pour se répartir les films, mais plutôt pour s'assurer que les films que tout le monde aime ne se retrouvent pas ailleurs. C'est-à-dire que parfois, on pense que c'est l'autre qui va prendre le film, et puis en fait, on se trompe et chacun pense que l'autre va le prendre. On fait surtout attention à ça, de s'assurer que les films les plus importants, disons, de l'année ne nous échappent pas collectivement. Il faut savoir qu'on travaille tous pour Cannes, au final, quand même. C'est ça notre mission à tous. Après, on dit toujours que nous, on invite les films à venir prendre place dans la sélection, mais c'est les ayants droit, c'est les réalisateurs, les producteurs qui décident. Et c'est à eux de choisir, au fond, quelle est la meilleure place pour leur film. Et évidemment que Thierry Frémaux, avec la compétition, c'est irrefusable. C'est impossible à refuser une invitation en compétition. Donc ça, c'est simple. C'est plutôt entre la quinzaine, Un certain regard et la semaine. Voilà. Après, on est en réalité pas tant que ça sur les mêmes films. Tous les ans, évidemment, j'ai des coups de cœur dans des sections parallèles et j'avoue que ça m'arrive de dire « Ah, mais ce film, il est tellement exceptionnel qu'il aurait pu être en compétition ». Je me souviens d'avoir dit pour Aftersun, qui était un énorme coup de cœur quand il a été sélectionné par la Semaine de la Critique. Est-ce que quand vous entendez ça, vous le voyez comme un compliment ou plutôt comme quelque chose qui vous agace ? Moi, je vois ça totalement comme un compliment et je dirais même presque que c'est l'objectif. Et il vaut toujours mieux dire d'un film « Ah, il aurait dû être en compétition » que de dire « Ah, qu'est-ce qu'il fait en compétition ?» Voilà. C'est vrai. Il faut toujours se méfier un petit peu des reconstructions a posteriori. Et l'exemple d'Aftersun est un très bon exemple. Quand on a découvert Aftersun et qu'Ava a décidé de le sélectionner, par définition, on était les premiers à le voir.
Paul Mescal, il n'était pas encore la star qu'il est devenu. Donc, sur le moment, en réalité, on n'était pas très sûr de notre coup. C'était un coup de cœur d'Ava. Et d'ailleurs, au sein du comité, c'était pas unanime. Jamais, d'ailleurs. Ça l'est jamais, en réalité. Personne ne peut aimer tous les films de notre sélection à part Ava. C'est normal parce que l'objectif, c'est d'être justement un reflet de la diversité du jeune cinéma mondial et aussi un reflet de la diversité de la critique française. Je vais beaucoup parler, moi, dans ce podcast, de la fatigue engendrée par le festival. Je me demande si c'est le cas pour tout le monde ou si c'est juste moi qui suis épuisée par ce festival, même si je l'adore. Comment est-ce que vous décririez le niveau de fatigue que vous ressentez sur place ? Alors, la fatigue du festivalier, elle est évidente parce qu'on fait des très, très grandes journées. Il faut savoir que les équipes de toutes les sections arrivent au minimum une semaine avant le festival, voire plutôt 10 jours, parce qu'il faut tout installer. Quand on arrive, nous, une semaine avant le festival, il n'y a rien. C'est pas seulement qu'il n'y a pas le tapis rouge, mais il n'y a même pas les tentes, il n'y a même pas les plages, il n'y a rien. Et ensuite, on travaille pendant 15 jours quasiment d'affilée. Les premières années, je me suis rendu compte qu'on faisait quasiment 2 journées par jour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, idéalement, il faudrait arriver à dormir, se doucher et manger au milieu de la journée pour être capable d'enchaîner tous les jours comme ça. Et donc, voilà, si on y arrive à faire une petite sieste à 15 heures, c'est super. Alors, il y en a qui font ça dans les salles. Nous, on ne va pas voir les films, forcément. Donc, on doit trouver d'autres solutions. Et évidemment, dormir un peu la nuit et pas picoler tous les soirs. Mais ça, c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur Cannes qui vous agace ? Justement, c'est qu'on fait que la fête. Et on ne travaille pas. Or, les fêtes à Cannes, notamment, ce sont des lieux de travail. La difficulté, c'est justement de gérer un peu le côté business and pleasure. On noue des liens de travail dans des lieux qui, parfois tard le soir, avec un verre à la main, etc. C'est quand même une discipline à trouver, parce que pour le coup, on arrive bien à travailler avec 2 verres. Au-delà, je pense que c'est quand même plus compliqué. Mais voilà, ça, c'est vrai que l'idée qu'à Cannes, c'est juste le tapis rouge, les paillettes et des gens qui font la fête et qui dépensent l'argent du CNC, c'est vraiment pas ça. C'est les Jeux Olympiques, le Salon de l'Agriculture et la Fashion Week, quoi. C'est tout ça un peu en même temps, le Festival de Cannes. Il y a 40 000 accrédités et les gens bossent beaucoup et quand ils rentrent, ils sont fatigués, quoi. Je suis venue vous poser quelques questions. C'est une excellente question. C'est quoi le dernier film qui vous a fait pleurer ? Alors, L'intérêt d'Adam, comment dire ? J'ai cru que j'avais pas regardé jusqu'au bout, quoi. Ah ouais. Donc, voilà, ça a plutôt bien marché sur moi. C'est quoi pour vous le critère le plus important pour un bon film ? Un film qui soit pas fabriqué et qui invente un peu sérieusement son propre langage. Votre nourriture de cinéma préférée ? La pizza. Ça, je mange 1 fois par semaine une pizza dans un film, ouais. Alors, l'année prochaine, à la semaine de la critique, peut-être qu'on aura des pizzas... Un petit partenariat pizza. Alors non, parce qu'on n'a pas le droit de manger dans la salle. Ça, c'est dommage. En fait... Dans quel film est-ce que vous aimeriez vivre ? Ce qui me vient tout de suite, c'est Frangin malgré eux de Adam McKay. Moi, je voulais être le 3e frère avec Will Ferrell et John Cirelli. Et le film que vous revoyez quand vous êtes triste ? Frangin malgré eux, du coup. Ou Les temps modernes de Chaplin. Vraiment, je suis désolée. I'm so sorry. Je suis désolée. Pas autant que moi. Avant de passer à la suite de l'épisode, je vais me permettre un moment un peu intello et citer le critique légendaire André Bazin, cofondateur des Cahiers du cinéma. Il a écrit « Si l'histoire de la critique est déjà une bien petite chose, celle d'un critique particulier n'intéresse personne, pas même lui, si ce n'est comme exercice d'humilité. » Alors, au risque de faire se retourner dans sa tombe ce pauvre André, en retombant récemment sur ce que j'avais écrit à Cannes il y a quelques années, j'ai voulu me prêter moi aussi à cet exercice d'humilité. Oui, c'est rare, mais parfois il m'arrive d'avoir tort, surtout à Cannes, où, vous l'aurez compris, on voit les films dans des conditions extrêmes et assez éloignées d'une projection normale. Et en lisant des choses que j'avais écrites pendant le festival, j'ai été frappée de voir à quel point, parfois, j'avais pu me planter. Big mistake. Big. Huge. L'année dernière, par exemple, j'ai écrit que May December était un petit Todd Haynes trop théorique. May December, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un film avec Julianne Moore et Nathalie Portman qui parlait d'un rapport d'emprise entre une femme et son compagnon avec qui elle s'était mise en couple alors qu'il était mineur. Donc pas du tout une thématique petite, mais c'est un film qui comporte des éléments de camp, d'humour un peu décalé, et la réalité c'est que la projection était à 23h30, que c'était mon 4e ou 5e film de la journée, et que j'ai lutté contre le sommeil / l'évanouissement pendant une bonne partie de la projo. Du coup, je suis un peu passée à côté de ce mélange des tons qui est assez brillant, et quand je l'ai revu après à la sortie en salle, je me suis rendu compte que ce film était extrêmement intelligent, et depuis, j'y repense tout le temps. Voilà, désolé Todd, je me suis trompée sur ton film, j'espère que tu me pardonneras.
Mais je crois que mon plus gros plantage, ça reste American Honey d'Andrea Arnold. C'est une cinéaste que j'adore, vous le savez. Et quand j'ai vu son film à Cannes, je l'ai détesté en fait. C'est un film qui est très différent de ce qu'elle avait fait auparavant, déjà parce que ça se passe aux États-Unis, mais aussi parce que c'est un film beaucoup plus lumineux. Et je pense que je m'attendais à ce que ce soit plus sombre et plus glauque. Et donc, je suis sortie du film très en colère en me disant « Mais c'est pas mon Andrea Arnold, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ça lui ressemble pas. » Et en fait, c'est grâce à des conversations avec d'autres gens à Cannes que j'ai fini par réaliser qu'il fallait peut-être que je donne une deuxième chance au film. Il m'a beaucoup travaillé, en fait, donc j'ai aussi écouté mon corps, c'est-à-dire que des jours et des semaines après, j'y pensais encore. Et puis finalement, je l'ai revu à Paris en projection presse. J'ai fait une interview avec Andrea Arnold où j'ai pu lui parler justement de mes états d'âme. Et ça m'a beaucoup éclairée. Et puis je l'ai revu une troisième fois. Et en fait, au fil du temps, ce film que je trouvais assez compliqué, en fait, c'est devenu un de mes films préférés. Donc voilà, ça peut arriver de se tromper. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Je vous propose de retrouver certains de mes confrères qui, eux aussi, m'ont raconté leur plus gros plantage au Festival de Cannes. La première année où j'y suis allé, il y avait Mulholland Drive et je suis complètement passé à côté quand je l'ai vu à la première projection. Et puis en parlant avec les gens, j'ai compris que je m'étais gouré et je l'ai revu aux séances de rattrapage de fin de truc et là je me suis un peu recadré sur ce que c'était vraiment. Alors déjà, il faut savoir qu'à Cannes, malheureusement, on enfile tellement de films que des fois, on a du mal à rester éveillé, en tout cas éveillé par rapport à ce que dit le film. Et voire éveillé tout court. Et il y a deux réalisateurs que je n'aimais pas du tout. C'est Alexander Sokourov et Nuri Bilge Ceylan. Parce que je voyais toujours leurs films à Cannes, en fait. Et quand j'ai commencé à les voir en dehors de Cannes, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, en fait, comme cinéma. Et c'est vraiment deux cinéastes, voilà, où si j'étais resté à Cannes, je serais totalement passé au travers de ça. Et à contrario, il y a des films parfois que j'aime beaucoup à Cannes, et quand je les revois, je ne comprends pas vraiment. Le dernier qui vient à l'esprit, c'est Mommy, de Xavier Dolan, que j'avais suradoré à Cannes. Quand je l'ai revu, ça a été plus douloureux. Et après, je me dis que finalement, parfois, il faut rester sur sa première impression et tant pis, en fait. Je me suis planté pour Mademoiselle de Park Chan-wook en 2016, que j'ai vu le lendemain de la projection officielle. Et j'avais déjà eu de bons échos. Et puis, en le voyant, j'étais là, ok, vu. Et puis, je l'ai revu, à mon avis, 3-4 fois par la suite. Et à chaque fois, c'est un film qui a grandi. Le problème que je voyais du male gaze par rapport à l'histoire hyper féminine, de cette relation entre les deux femmes, je trouvais que ça collait pas la première fois et puis non, à chaque fois vraiment ça grandit, alors que c'était pas du tout mon avis quand je l'ai découvert. Je pense qu'il y a juste des films, parfois on passe à côté tout simplement. C'était ma première année de festival, on doit être en 89. C'était sur Barton Fink, sur lequel la première session, mais c'est peut-être parce qu'effectivement là aussi plutôt fin de festival et plutôt angoisse en plus de jeunes festivaliers. Et la première époque, ça a été quel ennui. Et après l'avoir revu quelques années plus tard, oui, là le film est remonté. Alors et aujourd'hui, je pense que Barton Fink est un des meilleurs films des frères Coen. Je me suis trompé, c'était en 1999, mais alors lourdement trompé sur Rosetta. Je suis sorti en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on filme une meuf de dos pendant 2 heures? Rosetta, et donc, il a eu la Palme d'Or. Là, tu fais, waouh. J'ai un peu raté un truc, peut-être. Quel est le film que tu fais toujours semblant d'avoir vu? C'est un film de, comment elle s'appelle, le réalisateur égyptien, mais il est mort maintenant. Ça, c'est un mauvais souvenir, ça. Je m'étais inscrit et puis j'y vais pas, c'était mon premier Cannes. Et il a eu la Palme d'Or et moi, je suis obligé d'écrire dessus. Bah oui. Et t'as fait semblant d'avoir vu? Bah ouais. Non. J'ai trop honte. Et après, tout le monde me disait, t'as vu, il est génial le film? Je disais, ah ouais. Oh, putain, c'est et j'étais carrément pas allé. Voilà, comme quoi ça arrive à tout le monde de se tromper, mais l'important c'est de reconnaître qu'on a eu tort. Et aussi d'aimer. L'important c'est d'aimer. Je crois que c'est Pascal Obispo qui a dit ça. J'espère que vous prendrez quand même au sérieux mon avis sur les films vus ici. Et justement, en fin d'épisode, vous pourrez retrouver ma critique sur le film d'ouverture, Partir un jour, d'Amélie Bonin. Sur celui-là, a priori, vous pouvez me faire confiance parce que je l'ai vu au début du festival, donc j'étais encore en forme. J'ai aussi eu l'occasion de discuter avec Julien Règle. Lui, c'est le délégué général de la quinzaine des cinéastes, ce qui veut dire qu'il est en charge, avec son équipe, de sélectionner les films de cette section. Et vous allez voir, c'est un boulot très très exigeant. On reçoit un peu plus de 1600 longs métrages et un peu plus de 2500 courts métrages. Et la particularité de ce travail, en tout cas quand on programme une sélection du Festival de Cannes, c'est qu'on reçoit beaucoup de films à la dernière minute.
Notre conférence de presse a lieu mi-avril, c'est-à-dire qu'on voit des films jusqu'à la mi-avril, mais près de la moitié des films vont arriver seulement après le 1er mars. On est donc obligé de se partager les films. Évidemment, on va dire que le haut du panier est visionné par tout le monde, et évidemment par moi en priorité. C'est un travail qui nécessite d'avoir une équipe soudée, des gens en qui on a confiance, dont on connaît à la fois les goûts, mais aussi la capacité à s'échapper de ses goûts pour, par une curiosité, aller au-delà. C'est quoi la moyenne du nombre de films visionnés justement dans cette dernière ligne droite où ça commence à devenir très très tendu? Les membres du court-métrage voient 25 films par jour, 7 jours sur 7. Les membres du long-métrage voient 5 à 6 longs par jour, 7 jours sur 7. Ah oui, c'est énorme. Parce que moi, je pense qu'à Cannes, par exemple, quand j'en vois 5 par jour, je commence à atteindre ma limite, même intellectuellement en fait. J'ai du mal à absorber ce que je vois. Ça doit être très très compliqué. C'est très dur, c'est physique. Ça demande d'avoir une vraie hygiène de vie sportive et nutritive. Ça nécessite d'avoir le moral également parce que il faut être capable de changer d'univers, d'être dans une fiction, de passer au documentaire ou à l'animation, de voir des films ancrés dans le réel avec des sujets parfois délicats ou de passer dans quelque chose qui est purement de l'imaginaire. Toute la difficulté du travail du sélectionneur, c'est d'accepter que le cinéma a un temps d'avance sur lui. Et donc, accepter que le cinéma a un temps d'avance sur lui, ça veut dire que d'être potentiellement pas en phase avec le film qu'on voit et d'être pourtant capable de se dire « j'adore pas ce film » ou « j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, mais il y a quelque chose dans ce film. Il faut que d'autres le voient, il faut qu'on en parle ». Ça demande, étant donné les conditions de visionnage qui sont particulièrement intenses, ça demande quand même d'avoir de sérieuses compétences. Comment est-ce que vous définiriez l'identité de la quinzaine des cinéastes ? Déjà, c'est une sélection non compétitive qui décide de présenter sur un niveau d'égalité tout type de film. Il y a des cinéastes confirmés qui peuvent revenir ou venir pour la première fois à la quinzaine. Il y a beaucoup de découvertes, puisque quand même c'est une terre de défrichage avant tout, et d'être capable d'essayer d'accueillir les cinématographies peu diffusées, de faire entendre des voix qu'on n'entend pas assez dans le monde de l'art et dans la société en général, avec cette idée que le critère de la sélection, c'est la mise en scène, qui est un terme difficile à définir, mais que moi, j'envisage comme une écriture cinématographique. Des choix de cadre, de lumière, de montage, de direction d'acteurs, et j'en passe, pour exprimer ce qui peut être un récit, ce qui parfois n'est pas un récit, généralement une vision, en tout cas l'expression d'un ou d'une artiste. Et donc, puisque c'est ça notre boussole, on essaie de chercher des gestes de mise en scène qui soient nouveaux, qui soient différents, qui soient en phase avec aussi le monde dans lequel on vit, avec les nouvelles formes d'expression qui peuvent nous dépasser, nous, comité de sélection. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez un film que la sélection officielle veut aussi ? Est-ce que ça arrive ? Et comment vous réglez la question ? Évidemment, puisque grosso modo, on reçoit les mêmes films. Ça peut être un bras de fer, ça peut être une question de préférence en fonction, encore une fois, de l'identité des sélections. Mais évidemment, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. D'autant plus dans la période actuelle, c'est pas facile pour les films d'exister. Alors, on retient beaucoup dans les médias que en France, les salles font beaucoup d'entrées, que ça se porte bien, etc. La vérité, c'est que ça se porte bien pour un petit nombre de titres et que beaucoup d'autres films derrière souffrent des conditions aujourd'hui d'exploitation des films et le fait que la fréquentation en salle s'est cristallisée sur un petit nombre de titres, mais a déserté les autres. Donc dans un contexte comme ça un peu tendu, Cannes est devenu évidemment un lieu encore plus important d'exposition et de naissance des films dont a besoin l'industrie. Les relations avec l'officiel, on ne communique pas sur les titres qu'on reçoit. On a évidemment les informations qui circulent avec les représentants des films, puisque un producteur, un distributeur, un vendeur va nous informer si le film est convoité par d'autres sélections.
Mais ça se fait pas directement. C'est pas Thierry Frémaux qui arrive et qui vous dit « Je veux ce film, je sais que tu le veux aussi, voilà comment ça va se passer ». Non. Il peut y avoir des tensions ici ou là pour obtenir les films. La décision est censée revenir à l'ayant droit. Pour ça, un délégué général passe énormément de temps, en plus de voir des films, à discuter, à négocier, à quelque part à expliciter son désir d'un film auprès donc du représentant de ce film, qui peut être, comme je dis, en fonction des cas, le producteur, le distributeur, le vendeur ou d'autres personnes, des agents, etc. Ce travail est rendu beaucoup plus complexe par l'intense concurrence entre les sélections et parfois aussi avec d'autres festivals. Moi, je ne vais pas me battre pour un film qui a peut-être une chance d'arriver en compétition. Dire l'exposition d'un film en compétition, en sélection officielle, c'est un peu le Graal pour tout le monde. Je suis venue vous poser quelques questions. What's your favorite scary movie? So serious. You sure? What's in the box? C'est une excellente question. Quel est le dernier film qui vous a fait pleurer ? C'est Brand New Landscape qui est dans la sélection. Le critère le plus important pour un bon film à vos yeux ? Sincérité, simplicité, honnêteté de l'expression d'un cinéaste. Votre nourriture de cinéma préférée ? Je suis plutôt bonbon. Alors ça, c'est compliqué. Moi, perso, j'ai pas la réponse. Mais dans quel film est-ce que vous aimeriez vivre ? Intéressant. J'aimerais vivre quand même dans un film de Lynch. Parce que même si c'est très obscur, je crois que la part du rêve, de l'angoisse et de l'excitation et de la sensualité est tellement importante, que ce soit dans Twin Peaks, côtoyer les habitants de Twin Peaks ou d'être parmi les actrices de Mulholland Drive, je crois que ça me plairait beaucoup. Le film que vous revoyez quand vous êtes triste ? Je revois énormément de Kubrick. Ça n'aide pas forcément, mais c'est un cinéaste que dans mon enfance et adolescence, ça a été tellement important. C'est plus fort que moi, c'est-à-dire que c'est des films vers lesquels j'ai besoin de me retourner. Mais je dirais quand même que le film qui me fait le plus de bien et qui peut, à mon avis, me détendre immédiatement, c'est Jackie Brown. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut au moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi ? Comme l'explique de façon si maligne le titre de ce podcast, je me fais des films. Et c'est le moment de vous parler du film d'ouverture du Festival de Cannes, Partir un jour d'Amélie Bonin, qui est en salle depuis le 13 mai. Salut maman. Oh ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là ? Bah alors Béguin, tu t'es perdu? C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre. Ah. Je suis là parce que mon père avait un infarctus. Ah merde. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est je baisse. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. On peut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, on m'a pas parlé de toi du tout. Je préfère vous prévenir tout de suite, pour la suite de ce podcast, c'est très important qu'on fixe des règles. Quand je parle des films, je parle des films. Donc, j'essaie évidemment de ne pas spoiler des twists, des révélations qui se produiraient dans un film. Moi-même, je vous l'ai déjà dit, j'adore garder la surprise de ce que je vais voir, donc je me permettrai jamais de gâcher ça pour les autres. Mais en même temps, analyser et critiquer un film sans dire ce qui se passe dedans, essayer, franchement, c'est assez compliqué. Donc, quand je vais vous parler des films que j'ai vus à Cannes dans ce podcast, je vais vous parler aussi de certains points d'intrigue de ces films. Si ça vous dérange, je vous conseille de zapper ces moments-là du podcast. Partir un jour d'Amélie Bonin, ça parle d'une chef qui s'apprête à ouvrir son nouveau restaurant. Elle a gagné Top Chef, donc elle fait face à une notoriété nouvelle. Et elle va rentrer chez ses parents qui tiennent un restaurant routier parce que son père a des problèmes de santé. Et elle se retrouve confrontée donc au milieu d'où elle vient et qui est évidemment très différent de celui dans lequel elle évolue maintenant, qui est le milieu parisien de la haute gastronomie. C'est une comédie musicale, comme son titre l'indique, qui fait référence au tube des To Be Free, sur lequel je dansais quand j'avais 8 ans, qui reprend plein de morceaux qu'on a beaucoup trop entendus. C'est ce qui m'a fait peur au début du film. C'est ce qu'on appelle un jukebox musical, c'est-à-dire que c'est une comédie musicale qui reprend des morceaux déjà existants. C'est pas des morceaux originaux. Ça démarre avec Alors on danse de Stromae et je vous avoue que j'étais pas sûre d'être hyper réceptive.
Mais évidemment, ce choix-là, il n'est pas anodin puisque le film parle de rapport de classe et tous les morceaux qu'on va retrouver dans ce film, c'est des morceaux effectivement qu'on va entendre chanter dans des mariages à 2h du mat'. C'est des morceaux qui appartiennent maintenant à la culture populaire française et ça raconte aussi le milieu d'où vient l'héroïne. Moi, ce que je trouve assez savoureux, c'est d'imaginer que le gratin de la presse internationale a découvert, le soir de l'ouverture du Festival de Cannes, l'existence de Camaro, ou le fait que Céline Dion a aussi des chansons en français et qu'elles sont nettement meilleures que les chansons en anglais. C'est pas qu'une comédie musicale, c'est aussi une comédie romantique, puisque évidemment, cette héroïne, jouée par Juliette Armanet, donc elle chante bien quand même, et elle joue aussi très bien, c'est une très bonne actrice, va croiser en rentrant chez elle un amour de jeunesse, incarné par Bastien Bouillon, qui est très charmant avec son blond délavé. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte romantique que la partie musicale fonctionne le mieux, à mon avis, notamment dans une séquence très très réussie, qui est la séquence que l'on attend généralement quand on regarde une comédie romantique. Mais pour moi, ce qui est le plus fort dans le film, c'est justement qu'il essaye de déjouer certains des codes les plus attendus et les plus traditionnels de la comédie romantique. C'est devenu un peu cliché à ce stade de dire qu'une nouvelle comédie romantique réinvente le genre. Mais là, Amélie Bonin, on sent qu'elle a vraiment fait le film qu'elle avait envie de faire et pas de passer par tous les moments les plus balisés. Et ce que je trouve le plus beau, en fait, c'est la manière dont le film parle de désir de maternité, ou plutôt de l'absence de désir de maternité. En gros, on découvre très vite au début du film que l'héroïne est enceinte. Or, elle n'a jamais voulu avoir d'enfant. Et là, elle est à un moment charnière de sa carrière. Et j'avoue que j'avais peur pendant tout le film qu'elle change d'avis. Et le film est très très fin là-dessus. Toutes les conversations qu'elle a, que ce soit avec son compagnon ou avec son père, sur la place de la maternité et de la parentalité dans sa vie sont extrêmement fines et très très bien incarnées aussi. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit rarement au cinéma et rarement avec autant de justesse et de délicatesse et aucun manichéisme. Et voir une héroïne qui est aussi ancrée dans ses choix de vie et ses choix de carrière, ça m'a vraiment émue. Et puis enfin, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que c'est un choix assez original pour un film d'ouverture. À Cannes, généralement, les films d'ouverture, c'est censé être de gros événements qui vont plaire à la presse internationale, qui vont attirer beaucoup de couverture médiatique. Donc en film d'ouverture, on peut avoir un Woody Allen, on peut avoir un Wes Anderson, on peut avoir un Pixar. Donc vraiment des projets qui sont très très attendus. Et là, on a un premier long métrage d'une réalisatrice dont le nom parlera pas à beaucoup de monde et surtout à l'international. Et je trouve ça en fait très très bien. Je trouve que c'est une super manière de démarrer le festival et puis j'ai hâte de voir ce qu'il y aura après. Dans le prochain épisode, on attaque la compétition, j'ai très hâte. Je vous parlerai des films du festival, mais aussi de l'étiquette en vigueur. Comment se passent les standing ovations ? Est-ce qu'on a le droit d'applaudir ou de huer les films ? Et surtout, pourquoi est-ce que des gens hurlent Raoul au début d'un film ? Et vous entendrez des attachés de presse vous raconter à quoi ressemble le festival de leur côté. À plus! C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci à Nicolas Marcadet des Fiches du Cinéma, Yannick Velli de Paris Match, Renaud Barognan du Parisien, Alex Masson de Nova et Thibaut Van de Werve de Cinécast d'avoir avoué leur pire plantage à Cannes. On se retrouve dans 2 jours. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si ça ne vous a pas plu, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Et si vous en voulez encore plus, vous pouvez suivre toutes mes aventures au Festival de Cannes sur le compte Instagram Ami le podcast. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Et au fait, je t'ai pas dit. Ouais? Anaïs, elle se fait des films. Mais non!